Bonjour, le cours d'aujourd'hui porte sur les mutations. Vous savez que l'une des sources de variation héréditaire est la mutation, qui est définie comme une modification de l'information génétique. La mutation, vous savez que c'est un phénomène rare qui peut être d'origine spontanée, c'est-à-dire naturelle, ou bien elle peut être induite grâce à des agents mutagènes. Pour notre cours, nous nous intéresserons plutôt aux mutations qui sont d'origine spontanée ou bien naturelle. Alors, comme vous observez ici dans ce schéma, il y a 4 types de mutations. Regardez de gauche à droite. Vous avez les mutations géniques, ensuite les mutations chromosomiques, les mutations génomiques et enfin les mutations cytoplasmiques. Aussi, la classification de ces mutations peut être faite en fonction de la dimension de l'élément biologique atteint. C'est-à-dire que cette classification se fait de la plus petite dimension touchée par la mutation à la plus grande dimension. Et la plus petite dimension est le gène. On parle alors de mutation génique qui fait partie de la première classe. Vous savez que le gène est constitué d'ADN. Or, une modification de la séquence de cet ADN conduit à une modification d'acides aminés. Et cette transformation peut affecter le fonctionnement de la protéine, ce qui peut avoir des effets délétères sur l'organisme. Il faut dire que ce type de mutation sera étudié au prochain chapitre, lorsque j'aborderai les bases moléculaires du fonctionnement du génome. Ce sera plus facile pour vous pour comprendre. Quand vous saurez de quoi est constitué le gène, comment il s'exprime, etc. Passons maintenant à la deuxième classe de mutation. La mutation est de plus grande taille. Elle affecte les chromosomes. On parlera de mutation chromosomique, qui fait partie de la deuxième classe. Ces mutations peuvent toucher soit le nombre de chromosomes, mais seulement une partie du génome, soit peuvent affecter la structure du chromosome. La troisième classe de mutation est la mutation génomique, qui touche le génome
entier et donc elle va toucher tous les chromosomes. Le dernier type de mutation, c'est la mutation cytoplasmique. J'aimerais préciser que cette mutation sera étudiée également au prochain chapitre. Vous savez que il y a certaines organites cytoplasmiques qui sont constituées d'ADN. Donc, elles portent de l'information. Quelles sont ces organites? Ce sont les mitochondries et les chloroplastes. Et si l'ADN des mitochondries et des chloroplastes est modifié, donc l'information va également changer. Donc je préfère laisser ça pour le prochain chapitre. Pour le cours d'aujourd'hui, je vais vous enseigner les mutations chromosomiques, la deuxième classe de mutations, tandis que les mutations génomiques seront traitées au prochain cours. Les mutations chromosomiques, comme vous voyez ici, sont de deux types. Soit elles affectent le nombre de chromosomes, et on parle d'aneuploïdie, soit elles affectent la structure des chromosomes. Comment? Je vais donner une définition synthétique. Ensuite, je traiterai cas par cas chacun des types. Commençons d'abord par le premier. On parle d'aneuploïdie à chaque fois qu'il existe un ou plusieurs chromosomes en plus ou en moins du complément diploïde naturel. C'est une anomalie de nombre des chromosomes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un chromosome en plus ou bien plusieurs chromosomes en plus, ainsi que un chromosome en moins ou plusieurs chromosomes en moins du complément diploïde naturel, donc on parle de ce genre de mutation. Donc ces mutations touchent une partie de l'effectif du génome, pas le génome entièrement. Je vous donnerai plus de détails tout à l'heure. Le deuxième type de mutation chromosomique, c'est la mutation qui affecte la structure des chromosomes. Comment? Tout simplement par une cassure chromosomique qui se traduit par des pertes de matériel génétique ou bien par des réarrangements de séquences de gènes. Dans ce tableau, j'ai donné quelques exemples d'aneuploïdie. J'ai représenté d'abord un individu normal, diploïde, à 2 N égale à 6 chromosomes. Regardez la première ligne. Tandis que la deuxième ligne du tableau, observez bien, il manque un chromosome. Et le chromosome correspondant existe en un seul exemplaire. On écrira 2n-1 égale à 5 chromosomes. Il s'agit de la monosomie. Pour la troisième ligne, regardez bien, 2 membres d'une paire chromosomique sont absents.
On écrira 2n moins 2 égale à 4 chromosomes. Il s'agit de la nullisomie. Maintenant, si un chromosome est un supplément, observez la 4e ligne, on écrira 2n plus 1 égale à 7 chromosomes. Il s'agit de la trisomie. En d'autres termes, lorsqu'un des types de chromosomes est représenté 3 fois, on parle de trisomie. Lorsqu'un des types de chromosomes, maintenant, est représenté 4 fois, regardez la 5e ligne, on écrira 2n plus 2 égale à 8 chromosomes. Il s'agit d'un tétrasomique. Enfin, lorsque 2 types de chromosomes sont représentés par 3 unités, on écrira 2n plus 1 égale à 8 chromosomes. Et on parle de double trisomique. Vous voyez que l'aneuploïdie est une anomalie du nombre. Au lieu d'avoir 2n égale à 6 chromosomes, on a des nombres différents. Soit vous avez un chromosome ou plusieurs en plus, soit vous avez un chromosome ou plusieurs en moins. Je viens de vous donner quelques exemples d'aneuploïdie. Vous allez sûrement me dire quelle est l'origine de l'aneuploïdie. J'aimerais vous dire que les variations aneuploïdes résultent toutes d'anomalies de la méiose ou bien de la mitose. Et on les observe aussi bien chez les espèces diploïdes que chez les espèces polyploïdes. Comment elles sont produites alors? Elles sont produites par la non-disjonction des chromosomes. La non-disjonction, c'est quoi? C'est la non-séparation. Donc, la non-disjonction correspond à l'incapacité des chromosomes de se séparer lors de la première division de la méiose. Comme vous observez ici dans cette figure, regardez la cellule de gauche. Il y a appariement des chromosomes homologues et au moment de l'anaphase 1, au lieu que les homologues de chaque paire se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule, il se trouve qu'une paire reste unie. Et lors de la migration, les 2 chromosomes unis migrent vers l'un des pôles et seront inclus dans la cellule que vous voyez en haut du schéma, alors que l'autre cellule ne contiendra pas un exemplaire de ce chromosome. On aura production d'un gamète à n plus 1
la cellule du haut, et un gamète, AN-1, la cellule du bas. Lors de l'anaphase 2, les chromatides se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule. Et on observe à la fin deux types de gamètes. Un type AN+1 égale à 3 et un type AN-1 égale à 1 chromosome. Ce type d'anomalie peut être dû également aux chromatides sœurs qui ne se séparent pas au moment de la méiose 2, ou bien à la mitose également. Lorsqu'on obtient des gamètes pareils, s'il y a fécondation, il se trouve que l'union d'un gamète normal à N avec un gamète à N+1 donne un zygote trisomique. Aussi, l'union d'un gamète normal avec un gamète à N-1 donne un zygote monosomique. Quelques conséquences de l'aneuploïdie. Ce qui est sûr est que la viabilité et la fertilité des aneuploïdes sont en général réduites chez les animaux et chez les végétaux. Elles entraînent la modification des dosages de gènes et la fonction physiologique est plus ou moins perturbée en fonction du chromosome concerné. De plus, la nullisomie est délétère, c'est-à-dire mortelle, non viable. J'ai donné 2 exemples pour expliquer ces conséquences. Le premier exemple est la drosophile et le deuxième chez l'être humain. Concernant la drosophile, vous savez qu'elle contient 4 paires de chromosomes. Une paire de chromosomes sexuels ou hétérosomes et 3 paires d'autosomes appelées paire 2, paire 3 et paire 4. Nous avons observé que les monosomiques 4 et les trisomiques 4 sont fertiles et viables, alors que les monosomiques 2 et trisomiques 3 sont non viables. Donc, la viabilité et la fertilité dépendent ici du chromosome concerné. Passons maintenant au deuxième exemple chez l'être humain. Chez l'être humain, la trisomie ou la monosomie de la plupart des chromosomes ne sont pas viables. Mais il existe quand même des exceptions. Je vais donner quelques exceptions. La trisomie 21 ou syndrome de Down, qui est connu par tous, présente un chromosome 21 surnuméraire, c'est-à-dire qu'il y a 3 exemplaires du chromosome 21 au lieu de 2 exemplaires. C'est l'anomalie chromosomique la plus fréquente. Les personnes, justement,
qui ont ce syndrome présentent des anomalies morphologiques et des malformations que vous connaissez, avec une déficience mentale plus ou moins sévère. Vous savez que leur QI a été estimé d'à peu près 50, alors que le normal se situe entre 85 et 120. Et c'est la présence de ce chromosome supplémentaire qui déséquilibre l'ensemble du fonctionnement des gènes de l'organisme. La durée de vie moyenne chez ces personnes a été estimée d'à peu près 17 ans et seuls 8% à peu près des personnes atteintes dépassent les 40 ans. Maintenant, le deuxième exemple d'anomalie qu'on peut voir, c'est la monosomie X. Comme son nom indique, monosomie, ça veut dire qu'il y a un chromosome qui manque et c'est le X. Donc la formule du karyotype s'écrira 45, c'est le total des chromosomes. Au lieu d'avoir 46 chromosomes, on a 45. Et on a un seul chromosome sexuel, le X. Le deuxième manque. Donc on écrira X et à côté on écrira 0. Ce sont des filles et elles sont atteintes du syndrome de Turner. Ça représente 5% environ des aberrations chromosomiques humaines. Il faut dire quand même que c'est une maladie qui est rare. 98% des grossesses, pourtant cette anomalie débouche sur une fausse couche. Et ceux qui naissent sont caractérisés par des malformations cardiaques et rénales assez fréquentes. Il y a un élément important, c'est l'absence de la fonction ovarienne. Ce sont donc des femmes stériles. Le troisième exemple, la trisomie X chez l'homme. Au lieu d'avoir un homme avec une formule chromosomique de 46XY, nous avons ici un homme de formule chromosomique 47, puisqu'il y a un chromosome en plus, XXY, donc il y a un X en plus. Ce sont des personnes de grande taille, avec des caractères sexuels secondaires peu développés, ou bien absents, et une infertilité due à une anomalie de la spermatogénèse. Il existe aussi une autre anomalie, c'est la trisomie Y chez l'homme. Donc, avec une formule de 47 chromosomes au total, avec un X et deux Y. Il ne s'exprime pas par un phénotype particulier, la fertilité est normale. Le dernier cas d'anomalie que je vais vous citer est la trisomie 13, appelée syndrome de Pateau. Il y a 80 à 90% des fœtus atteints peuvent mourir dans l'utérus et ceux qui survivent jusqu'à la naissance meurent dans les 3 mois qui suivent la naissance. Donc, la trisomie 13 est non viable. La structure des chromosomes peut être elle-même modifiée accidentellement. Cette modification est due
à une cassure qui se traduit soit par la perte du segment coupé, soit par son réarrangement. Regardez ce tableau. La première ligne est constituée par la garniture chromosomique d'un individu à 2N égale à 4 chromosomes, ayant une structure normale. Donc cet individu, comme vous voyez ici, présente 2 paires de chromosomes homologues. La première paire est constituée par des lettres allant de A à F. Et la deuxième paire est représentée par des lettres allant de G à L. Pour la première paire d'homologues, le premier gène est représenté par les 2 allèles identiques grand A, grand A. Et le deuxième gène par les 2 allèles identiques grand B, grand B, etc. pour le reste des lettres. L'individu ici est homozygote pour tous les gènes considérés. Le reste du tableau montre les 4 types d'anomalies de structure qui sont respectivement les déficiences ou délétions que j'ai représentées en deuxième ligne. Les délétions sont le résultat de la cassure d'un fragment de chromosome et de sa perte. Alors le fragment qui ne présente pas de centromère sera perdu lors de la division cellulaire suivante. Ici, vous observez que le fragment qui manque est le fragment cédé. Je l'ai montré avec une flèche rouge. Vous savez qu'une délétion peut avoir lieu dans n'importe quel chromosome et peut avoir n'importe quelle dimension. Il faut dire que les délétions sont généralement lourdes de conséquences pour les organismes. Et d'une manière générale, plus la délétion est importante, plus ses effets sont néfastes. À titre d'exemple, chez l'homme, on connaît la déficience du bras court du chromosome 5. Le bras court du chromosome 5, on l'appelle 5P. Donc il y a un petit fragment qui manque. Ce qui conduit au syndrome du cri du chat. Ce syndrome doit son nom au cri caractéristique des nourrissons. C'est une anomalie qui se traduit par un retard mental, un retard de la croissance et d'une déficience cardiaque. Regardez maintenant la troisième ligne. Deuxième type d'anomalie structurale. Les duplications. Une portion de chromosome est dédoublée et existe en 2 exemplaires, souvent disposés en tandem.
Ici, regardez, la portion CD existe en 2 exemplaires sur un chromosome et un exemplaire sur le chromosome homologue. Donc en tout, on obtient 3 exemplaires de ce fragment CD. On parle ici d'une trisomie partielle. Cela veut dire qu'il y a un surplus de gènes qui peut conduire à des malformations. Je peux vous donner l'exemple de la duplication d'un segment du chromosome 5, Q parce que la duplication a lieu sur le bras long. Le bras long, on l'appelle Q. Alors, ce genre d'anomalie chez l'homme conduit à ce que les individus présentent un front proéminent, une petite bouche et une chute de la paupière. C'est une anomalie de structure déséquilibrée. Passons maintenant au 3e type d'anomalie de structure. Il s'agit d'inversion. L'inversion résulte de la cassure d'un fragment de chromosome suivi de son inversion et de sa réintégration dans le même chromosome. Comme ici, la cassure du segment BCD et de son inversion et son intégration. Vous avez donc DCB au lieu de BCD. L'individu porteur est normal étant donné qu'aucune information n'a été perdue. Alors maintenant, nous passons à l'anomalie structurale suivante, qui est la translocation. C'est la dernière ligne. D'abord, essayons de définir cette translocation. On sait qu'elle est de 3 types. Le premier type, vous avez une partie du chromosome s'attache sur un autre chromosome non homologue. On parle d'insertion. Le deuxième type, vous avez la fusion centromérique de 2 chromosomes, c'est-à-dire qu'il y a fusion de 2 chromosomes par leur centromère. On l'appelle translocation robertsonienne. Le troisième type, c'est un échange de segments entre chromosomes non homologues, après cassure sur chacun des chromosomes impliqués. Ici, regardez, je l'ai bien montré au niveau de la 5e ligne. Alors, vous avez la cassure du segment EF de la première paire d'homologues et la cassure du segment JKL et échange de ces segments entre 2 chromosomes non homologues. Ici, l'individu porteur est sain, il n'a pas perdu l'information et c'est au niveau de la descendance que se manifestent les conséquences de ces translocations.
la translocation du chromosome 21 sur le chromosome 14 chez l'être humain, appelée aussi translocation robertsonienne. J'ai pris cet exemple pour vous expliquer la composition des gamètes formés par un individu porteur de cette anomalie et les conséquences sur la descendance. Chez les parents porteurs, regardez la cellule de gauche. Au moment de la méiose 1, il y a appariement des chromosomes homologues, plus exactement à la prophase 1. Là, j'ai représenté les chromosomes dédoublés, car à ce stade, on observe le dédoublement. Alors, vous avez le chromosome 14, 21, qui présente la translocation. S'apparie d'une part avec le chromosome 14 et d'autre part avec le chromosome 21. À l'anaphase 1, il y a disjonction normale, c'est-à-dire une séparation entre les chromosomes 14 et 21 qui portent la translocation et le chromosome 14 qui migrent chacun vers un pôle. Mais le chromosome 21 restant peut migrer vers l'un ou l'autre pôle. Après l'anaphase 2, vous savez que les chromatides se séparent et on obtiendra 4 gamètes possibles, dont un seul est normal, qui est à N et portant le chromosome 14 et le chromosome 21. Regardez le gamète numéro 4 en rouge. Le deuxième gamète possible est porteur de la translocation 14-21. C'est le gamète numéro 3. Le troisième type de gamète possible est déficient pour le chromosome 21. C'est le gamète numéro 2. Et enfin, le quatrième gamète possible porte le chromosome 21 surnuméraire. En d'autres termes, ce gamète est porteur de la translocation 14-21 et en plus d'un chromosome 21. À la suite de la fécondation impliquant le gamète normal avec l'un de ces gamètes, on aura 4 possibilités. La première, s'il féconde le gamète numéro 1, on obtiendra un trisomique qui, bien que possédant 46 chromosomes, a en fait 3 exemplaires du chromosome 21. Donc là, vous voyez bien que la trisomie 21 peut être due également à une anomalie de structure des chromosomes. Deuxièmement, si le gamète normal féconde le gamète numéro 2, on aura un monosomique 21
qui est létal. Troisièmement, s'il féconde le gamète numéro 3, on obtiendra un individu phénotypiquement normal, mais porteur de la translocation. Enfin, en dernier, s'il féconde le gamète numéro 4, on aura un individu normal phénotypiquement et génétiquement. Et il est sain. Pour vous donner une idée, je vous présente un tableau que vous avez en face de vous qui résume les fréquences moyennes des anomalies chromosomiques détectées pour 100 000 grossesses au cours de différentes études. Alors ce tableau, regardez, il montre que la trisomie de la plupart des chromosomes ne sont pas viables. Et les 3 exemplaires qui existent sont la trisomie 13, la trisomie 18 et la trisomie 21. Les 2 premières sont associées à des troubles de développement très graves et les enfants qui naissent atteints de ces trisomies ne survivent généralement que quelques jours ou quelques semaines. Et la trisomie 21 touche un nouveau-né sur 750 environ et vivent plus longtemps. Mais les 3/4 environ des fœtus atteints n'arrivent pas à terme. En conclusion, je peux dire que les mutations chromosomiques affectent soit le nombre de chromosomes d'un individu, soit la structure des chromosomes. Lorsque la mutation atteint une partie de l'effectif du génome, on parle d'aneuploïdie. Et les individus porteurs de cette anomalie peuvent être viables ou non, et ceux qui sont viables peuvent être fertiles ou stériles. Maintenant, concernant les mutations qui affectent la structure des chromosomes, nous avons décrit 4 types, dont certains peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves. Là, nous arrivons à la fin de ce cours. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre le prochain cours sur les mutations génomiques.